tous, bon retour sur ma chaîne ou bienvenue selon votre cas. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas clinique qui avait été présenté lors d'un enseignement clinique, donc sur un terrain de stage, lors du semestre 4 par une de mes étudiantes que j'ai un peu réactualisé bien entendu. Je vais donc surtout insister sur le projet de soin qui était le sujet de ma vidéo précédente. Donc je voulais l'illustrer par donc un nouveau cas clinique de manière à ce que vous visualisiez mieux ce dont il est question. Donc comme je viens de vous le dire à l'instant, le cas clinique dont nous allons parler est issu d'un enseignement clinique de semestre 4, semestre où on demande à l'étudiant de nous présenter la problématique. On ne demande pas tout le recueil de données que de toute façon l'étudiant doit nous remettre par écrit, mais on part de la problématique. Si on a le moindre doute, effectivement, on va aller vérifier le recueil de données. Donc nous allons voir ensemble la problématique donc de Monsieur A. Monsieur A, 53 ans, est entré hier, 15 novembre 2022, et est à J0 d'une pharyngolaryngectomie avec curage bilatéral des aires ganglionnaires cervicales pour un carcinome épidermoïde en lien avec une intoxication alcoolo-tabagique. Il est salarié, père de 2 garçons de 20 et 22 ans et vit seul en appartement depuis son divorce. Il est assuré social et a une mutuelle qui prend en charge le forfait journalier. Il a été adressé en ORL par son médecin traitant qu'il avait consulté pour une dysphonie persistante pendant 1 mois, s'aggravant progressivement avec une perte d'appétit chez un monsieur qui pèse 58 kg pour 1,70 m et une grande fatigue. Monsieur A fumait un paquet de cigarettes par jour depuis l'âge de 15 ans et a cessé de fumer à l'apparition de la dysphonie. Il a admis consommer régulièrement de l'alcool en quantité, 1 à 2 litres de vin rouge par jour, plus des canettes de bière, surtout depuis son divorce. L'examen clinique et paraclinique a montré une lésion bourgeonnante de la face laryngée de l'épiglotte sous-thyroïdienne, révélée à la laryngoscopie directe. La biopsie pratiquée au cours du bilan endoscopique a précisé qu'il s'agissait d'un carcinome épidermoïde avec envahissement de 2 ganglions cervicaux. Monsieur A, à l'énoncé du diagnostic et de la décision thérapeutique, a été sous le choc, abattu et n'a alors posé aucune question. Monsieur A également du psoriasis depuis toujours. Les lésions siègent de façon préférentielle au niveau des coudes et des genoux. En période de poussée, Monsieur A applique de la crème Betneval sur celle-ci. Pour son carcinome épidermoïde, Monsieur A reçu les traitements suivants. Un traitement désinfiltrant par Solumédrol-IV et une antibiothérapie par Augmentin pendant 15 jours. Une chimiothérapie néoadjuvante en 3 cures espacées de 3 semaines selon protocole par cisplatyl et 5-fluorouracil et de la radiothérapie 70 degrés en irradiation quotidienne 5 jours sur 7 pendant 7 semaines. Après le bilan de réévaluation avec consultation ORL et endoscopie, une pharyngolaryngectomie avec curage bilatéral des aires ganglionnaires cervicales et lambeau grand pectoral a été programmée ce jour. Donc ce jour 16 novembre 2022, il est parti au bloc à 7 h et Monsieur A est de retour dans le service d'ORL à 15 h avec un trachéostome avec canule de Shiley, une sonde nasogastrique clampée, 4 drains de redons cervicaux identifiés, 2 à droite, 2 à gauche, un pansement cervical légèrement compressif, de l'oxygénothérapie par sonde placée dans la chemise de la canule à 5 litres par minute, une perfusion sur cathéter périphérique au bras gauche et une sonde vésicale à demeure. Les prescriptions de l'anesthésiste sont les suivantes: Vionolite 2 litres par 24 heures, Azantac 50 mg 2 fois par 24 heures dans la perf, Bécilan 1 ampoule par 24 heures, Bévitine 1 ampoule par 24 heures, Flagyl 1,5 g par 3 par 24 heures à passer en 30 minutes, Céphazoline 1 g par 3 par 24 heures à passer en 1 heure dans 250 ml de chlorure de sodium iso, Perfalgan 2 g par 3 par 24 heures à passer en 15 minutes en nivellante à diluer dans 50 ml de chlorure de sodium iso, Fraxiparine 0,3 ml par 24 heures à 20 heures,
Position demi-assise, humidificateur d'eau stérile en regard du trachéostome, aspiration endotrachéale en fonction des besoins, Dynamap en continu avec surveillance des constantes toutes les 30 minutes pendant 2 heures, puis toutes les 3 heures suivant l'évolution, température 2 fois par jour, évaluation de la douleur, saturomètre à surveiller toutes les heures, oxygénothérapie avec sonde à oxygène dans la chemise de la canule à un débit de 5 litres minute 20 heures ce jour, ablation de la sonde vésicale à demeure. À ce jour à J0 donc à jeun, et à J1, alimentation par sonde nasogastrique avec Nutrisson 500 ml et eau 500 ml, premier levé, kinésithérapie respiratoire à commencer à J1 si besoin. Selon les transmissions de 18 heures, Monsieur A est calme, cependant il panique au moment des aspirations endotrachéales. Au repos et en dehors des soins, les traits de son visage traduisent une profonde tristesse, son regard semble vide. Les constantes sont stables, pouls à 90, pression artérielle à 12,7, température à 38,8. Les aspirations endotrachéales sont fréquentes et productives, avec un aspect jaunâtre et purulent. Le pansement cervical est non taché de sang. Les drains aspiratifs de Redon ont donné pour le drain cervical droit numéro 1 10 ml de sang, pour le drain cervical droit numéro 2 20 ml de sang, pour le drain cervical gauche numéro 1 20 ml de sang, pour le drain cervical gauche numéro 2 30 ml de sang. La saturation en oxygène était de 98% sous 5 litres minute. La sonde vésicale sera enlevée à 20 heures et le VA est à 0. En ce qui concerne la problématique du jour, c'est-à-dire la problématique à court terme, Monsieur A présente des risques liés à l'anesthésie générale, tels que des troubles respiratoires, prévenus par l'administration d'oxygène à 5 litres minute, nécessitant le dépistage des signes de détresse respiratoire au saturomètre toutes les heures, saturation à 98% à 18 heures, ainsi qu'un risque d'hypotension, pression artérielle à 12,7 et risque de globe vésical, d'où surveillance de la reprise de la diurèse chez ce patient qui est sondé. Un risque d'hémorragie post-opératoire lié à l'intervention chirurgicale nécessitant le dépistage de saignement, d'une hypovolémie, voire de signes de choc, pouls à 90, tension à 12,7, pansement cervical compressif non taché de sang et les drains aspiratifs de Redon qui ont donné pour le drain cervical droit numéro 1 10 ml de sang, pour le drain cervical droit numéro 2 20 ml, le drain cervical gauche numéro 1 20 ml et le drain cervical gauche numéro 2 30 ml. Un risque de douleur favorisé par le geste opératoire et la position pendant l'intervention, notamment le curage ganglionnaire, et par le risque d'œdème cervical, prévenu efficacement par du perfalgan avec une EVA à 0. Un risque d'œdème cervical par réaction inflammatoire avec un risque de compression des vaisseaux du cou et des rameaux nerveux, recherché par la surveillance de l'apparition de signes de compression tels que névralgie ou paralysie ou agitation. Un risque de lymphorrhée, un risque d'encombrement bronchique et d'obstruction de la canule favorisé par l'hypersécrétion liée à la respiration par le trachéostome, risque prévenu par l'humidificateur et des aspirations endotrachéales fréquentes et productives, par la position demi-assise, les soins de trachéostome quotidiens ou pluriquotidiens si nécessaire, avec nettoyage de la chemise interne de la canule minimum 2 fois par jour. Par ailleurs, la surveillance de la saturation, de la fréquence respiratoire et des téguments vont permettre de dépister les signes d'encombrement et d'asphyxie. La kiné respiratoire sera commencée à J1. Un risque d'infection favorisé par le geste opératoire et les différentes portes d'entrée, le cathé périphérique et la sonde urinaire, prévenu par flagelle et céphazoline avec surveillance des sécrétions aspirées d'aspect jaunâtre et purulent et par l'ablation de la sonde vésicale dès que possible sur prescription médicale. La surveillance de la température permet de dépister une infection, elle est à 38,8. Une incapacité partielle à effectuer les actes de la vie quotidienne liés aux matériels ajoutés, à la fatigue et à l'immobilisation temporaire, palliée par les soignants pour les soins d'hygiène corporelle et l'élimination en préservant l'autonomie de Monsieur A. Un risque d'atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale, favorisé par l'absence d'apport péros et prévenu par des soins de bouche. À moyen terme, Monsieur A est exposé à un risque de nécrose du lambeau, favorisé par un œdème post-opératoire.
Un risque de pharyngostome par défaut de cicatrisation, avec fistulisation générant un risque de surinfection bronchopulmonaire, risque majoré par la radiothérapie réalisée avant la chirurgie. Un risque de retard de cicatrisation, de désunion et l'absédation péristomiale, favorisé là encore par la radiothérapie. Un risque de déshydratation et de dénutrition, prévenu par eau et alimentation avec des nutrisons par la sonde nasogastrique à partir de J1. Une anxiété majorée par l'altération de la communication et l'atteinte d'un image corporelle liée au trachéostome, voire un syndrome anxio-dépressif. Un risque thromboembolique lié à l'alitement prévenu par fraxiparine et un lever précoce AJ1. Un risque de syndrome de sevrage favorisé par l'arrêt brutal de l'alcool, prévenu efficacement par une hydratation par une perfusion de bionolite, 2 litres par 24 heures, Bécilan, qui est de la vitamine B6 et bévitine, vitamine B1, puisque Monsieur A est calme, ne paniquant que lors des aspirations. Un manque de connaissance des soins, de la trachéostomie et de son appareillage, nécessitant une éducation. Un risque de constipation, favorisé par l'alitement et majoré par la laryngectomie. Un risque d'atteinte cutanée à type d'escar, au niveau des points d'appui, favorisé par l'alitement et l'incapacité à s'alimenter, mais aussi au niveau du nez, en lien avec la sonde nasogastrique. Un risque de troubles de déglutition lors de la reprise de l'alimentation péros, vers J12-J15, prévenu par un test au bleu de méthylène sur prescription médicale et une réalimentation très progressive, et une anorexie liée à la modification du goût et à l'anosmie, ce qui peut majorer le risque de dénutrition. En ce qui concerne le long terme, c'est-à-dire le devenir, Monsieur A est exposé donc à un risque de récidive de cancer et à l'apparition de métastases, des complications liées à l'intoxication alcoolique en l'absence de sevrage et une perturbation de la dynamique familiale. À la suite de son intervention mutilante qui a entraîné la perte de sa voix laryngée et altéré son image corporelle avec la présence du trachéostome, Monsieur A entre dans un processus de deuil. La réalimentation péros va être progressive, hydratation intraveineuse et nutrition entérale dans un premier temps, puis hydratation orale par tisane, eau et nutrition entérale, ensuite liquide divers par voie orale, avant une alimentation lisse et enfin un régime normal. Une rééducation vocale sera entreprise pour acquérir la voix œsophagienne et mise en place de la prothèse phonatoire sans recours à une anesthésie vers J10. Une éducation va être entreprise visant à la réautonomisation de Monsieur A dans la prise en charge de ses soins, les obstructions des voies aériennes, aérosols, soins et changements de canule et valves CH, et de son hygiène alimentaire. La préparation à la sortie comprend les contacts avec les différents intervenants nécessaires, le prestataire par rapport au matériel, infirmier, orthophoniste, assistante sociale par rapport aux aides et à la réinsertion, etc. Voyons maintenant le plan d'action journalier en lien avec cette problématique. Et on va reprendre les problèmes un par un. Tout d'abord, les risques liés à l'anesthésie générale, tels que les troubles respiratoires. Donc, les objectifs au regard de ces troubles respiratoires sont d'abord de prévenir l'hypoxémie post-opératoire par l'administration de l'oxygène, la position demi-assise, et ensuite à dépister des signes de détresse respiratoire avec la surveillance de la saturation, de la fréquence respiratoire, des téguments. Alors, on ne connaît pas l'aspect des téguments ni la fréquence respiratoire, mais on sait que la saturation est à 98%. Ensuite, en ce qui concerne les risques de complications vasculaires, il va s'agir donc de dépister une hypo ou une hypertension ou des troubles du rythme, donc avec la surveillance de la pression artérielle et des pulsations. Et on sait que la tension est à 12,7 et que le pouls est à 90. En ce qui concerne le risque de globe vésical, le premier objectif, c'est de prévenir une rétention urinaire en post-opératoire. Donc, le patient est sondé et la sonde doit être enlevée donc, sur prescription médicale et c'est prévu donc à 20 heures. Ensuite, il s'agit de dépister tout problème urinaire en surveillant la reprise de la diurèse. On ignore donc ce que donne la diurèse. Le problème potentiel suivant était le risque d'hémorragie post-opératoire lié à l'intervention chirurgicale qui peut être majorée par une possible thrombopénie liée à la chimiothérapie néoadjuvante récente. Donc l'objectif c'est de dépister des saignements, une hypovolémie, voire des signes de choc,
Donc les actions regard sont la surveillance au Dynamap, donc du pouls et de la pression artérielle toutes les 30 minutes pendant 2 heures, puis toutes les 3 heures suivant l'évolution, la surveillance du pansement cervical compressif et la surveillance des redons qui sont mis en place pour prévenir les hématomes et faciliter la cicatrisation et qui seront enlevés vers J13. Donc en termes d'évaluation, on connaît donc le pouls à 90, la pression artérielle à 12,7, on sait que le pansement n'est pas taché et on a également donc ce qu'ont donné les différents drains aspiratifs. Ensuite, nous avons le risque de douleur qui est favorisé par le geste opératoire, mais aussi la position pendant l'intervention, notamment pendant le curage ganglionnaire, et aussi par le risque d'œdème cervical. Donc, premier objectif, prévenir la douleur. Donc, pour cela, il y a l'administration du perfalgan. Et bien sûr, on va surveiller son efficacité. Là, il s'agit donc de dépister les signes de douleur à travers donc, le VA et le comportement de Monsieur A. Donc, on sait que le VA est à 0 à 18 heures et que Monsieur A est calme. Il panique seulement au moment des aspirations endotrachéales. En ce qui concerne le risque d'œdème cervical, qui pourrait intervenir par réaction inflammatoire avec notamment un risque de compression des vaisseaux du cou et des rameaux nerveux, l'objectif c'est de dépister les signes d'œdème cervical, et cela en surveillant l'apparition des signes de compression tels que des névralgies ou des paralysies ou une agitation. Donc nous n'avons pas de données par rapport à la présence de ces signes, donc on peut penser qu'il n'y en a pas. Le risque suivant est le risque de lymphorée, qui est favorisé par le curage ganglionnaire, avec une perte de protéines et de lymphocytes, et donc un risque de dénutrition et d'immunodéficience. Donc l'objectif, c'est de dépister tout écoulement de lymphe. Et comment? Eh bien, en surveillant la cicatrice cervicale. Et donc, a priori, il n'y a pas d'écoulement puisque le pansement n'est pas taché. Continuons avec le problème potentiel suivant, qui est le risque d'encombrement bronchique et d'obstruction de la canule, favorisé par l'hypersécrétion liée à la respiration par le trachéostome. Donc un premier objectif, c'est de prévenir l'encombrement bronchique et l'obstruction de la canule, dont le but est de maintenir le trachéostome ouvert avec un ballonnet pour éviter les fuites d'air. Donc les actions en regard sont l'humidificateur d'eau stérile en regard du trachéostome pour faciliter la respiration et diminuer les sécrétions bronchiques et ainsi empêcher la formation d'un bouchon muqueux. Ce sont aussi les aspirations endotrachéales en fonction des besoins. La position demi-assise qui va favoriser aussi la respiration. Les soins du trachéostome chaque jour ou pluricotidien si nécessaire, avec nettoyage de la chemise interne et de la canule au minimum 2 fois par jour. Donc on sait simplement dans les résultats pour l'instant que les aspirations endotrachéales sont productives et sont fréquentes. Le deuxième objectif, c'est de dépister des signes d'encombrement et d'asphyxie. Et ça passe par la surveillance de la saturation, de la fréquence respiratoire et des téguments, et détecter les signes de dyspnée, comme l'agitation, la cyanose, la tachycardie, le tirage susclaviculaire, les sueurs. Et ensuite, donc, la kiné respiratoire donc, sera commencée à J1. Nous avons pour l'instant comme résultat la saturation, qui est satisfaisante à 98% sous oxygénothérapie. Nous n'avons pas les chiffres de la fréquence respiratoire, et on sait que Monsieur A est calme. Nous avons ensuite le risque d'infection, qui est favorisé d'une part par le geste opératoire, mais aussi les différentes portes d'entrée. Déjà, on a le trachéostome, on a le cathé périphérique, on a la sonde urinaire. Et ce risque infectieux est aussi favorisé par une possible neutropénie du fait de la chimiothérapie néoadjuvante. Alors, premier objectif, c'est de prévenir l'infection du site opératoire ou trachéobronchique par l'administration du flagylle et de la céphazoline, à passer selon la prescription médicale. Ce sont aussi les précautions lors des aspirations et des soins de canule, l'ablation de la sonde urinaire dès que possible selon la prescription médicale. Donc on va évaluer l'efficacité des traitements par le biais de la pyrexie, l'absence de signes d'infection, mais aussi l'absence d'effets secondaires qui sont pour le flagylle et la céphazoline des nausées, des vomissements, et des diarrhées, mais aussi pour le flagylle des épigastralgies et des stomatites. Et la sonde urinaire va être donc enlevée à 20 heures. Il s'agit en deuxième objectif de dépister des signes d'infection, donc ça passe par la surveillance
des sécrétions aspirées, on sait qu'elles sont à l'aspect jaunâtre et purulent, mais aussi de surveiller le point de ponction de la perfusion, de surveiller la cicatrice cervicale et de surveiller bien sûr la température 2 fois par 24 heures, et on sait que la température était de 38,8. Ensuite, nous avons l'incapacité partielle à effectuer les actes de la vie quotidienne du fait des matériels ajoutés, de la fatigue et de l'immobilisation temporaire. Donc le premier objectif, ça va être de pallier la dépendance partielle de monsieur A en l'installant du mieux possible, de mettre à disposition le matériel dont il peut avoir besoin, de l'aider à la toilette, au lit, puisqu'il n'a pas le droit pour l'instant de se lever, de mettre l'urinal à sa disposition et le bassin si besoin. Et le deuxième objectif, c'est de préserver son autonomie, c'est-à-dire qu'on va laisser faire à monsieur A tout ce qu'il peut faire et l'assister quand c'est nécessaire. Nous avons ensuite le risque d'atteinte à l'intégrité de la muqueuse buccale qui est favorisée par l'absence d'apport pérose, ce qui entraîne donc une xérostomie, sécheresse buccale. Donc on va d'abord prévenir une atteinte de la muqueuse buccale en faisant les soins de bouche et éventuellement en administrant de la salive artificielle, à voir avec le médecin. Ça passe aussi par une hydratation suffisante, par la perfusion à J0 et ensuite par la sonde nasogastrique à partir de J1. Donc, dans l'évaluation, on aura donc normalement des données relatives à l'intégrité de la muqueuse buccale. Le deuxième objectif, bien sûr, c'est de dépister une atteinte de la muqueuse buccale, c'est-à-dire qu'on va surveiller s'il y a une douleur buccale et s'il y a aussi des lésions au niveau buccal, si la salive est épaisse ou au contraire s'il y a une hypocyalie. Nous avons aussi donc un risque de nécrose du lambeau qui peut être favorisé par un œdème post-opératoire si cet œdème survient. Donc ça veut dire qu'il faut dépister une nécrose en surveillant donc la cicatrice cervicale. On va donc surveiller son aspect et on va également surveiller si une douleur apparaît. Donc dans l'évaluation, effectivement, on aura l'état de la cicatrice et la douleur présente ou non à ce moment-là. Le problème suivant, qui est également à moyen terme, comme celui que l'on vient de voir, c'est le risque de pharyngostome par lâchage des sutures ou par défaut de cicatrisation, avec une fistulisation qui génère donc un risque de surinfection bronchopulmonaire, risque qui peut être majoré par un reflux gastro-œsophagien, et aussi on a vu qu'il y avait la radiothérapie qui a été réalisée avant la chirurgie. Premier objectif, c'est de prévenir le pharyngostome en réalisant le pansement compressif à J3, ce qui permettra de vérifier s'il y a un risque de fistulisation ou pas, si les sutures sont en bon état. Deuxième objectif, c'est de prévenir le reflux gastro-œsophagien et ça passe par l'administration de l'Azentac qui a été prescrit. Et on va vérifier donc l'efficacité par l'absence de reflux et de brûlure gastrique, mais aussi l'absence d'effets indésirables tels que céphalée, constipation ou diarrhée ou des nausées. Troisième objectif, c'est de dépister les signes d'une fistule entre la trachée et l'ésophage et des signes de pneumopathie. Donc on va surveiller les sécrétions salivaires autour du trachéostome, les sécrétions tout court aussi. Et après reprise alimentaire, surveiller s'il y a des résidus alimentaires dans les sécrétions endotrachéales au niveau du trachéostome. Donc on sait pour l'instant qu'il y a des sécrétions jaunâtres et purulentes, mais rien à voir avec un pharyngostome, il est un peu trop tôt. Et autre action, c'est bien sûr surveiller la température en cas de pneumopathie. On sait qu'il a 38,8, mais c'est un petit peu tôt là pour parler de pneumopathie. Autre problème, c'est le risque de retard de cicatrisation, de désunion et d'absédation péristomiale qui sont favorisés par la radiothérapie qui fragilise les tissus. Donc l'objectif, c'est de favoriser une cicatrisation correcte et ça passe par la mise en place de la sonde nasogastrique qui est là pour protéger les sutures pharyngées pendant environ 6-10 jours et on va donc surveiller la cicatrice lors de la réfection du pansement à partir donc de J3 et vérifier donc s'il y a une cicatrisation correcte. Dans les actions, nous avons ensuite l'alimentation qui est d'abord par sonde nasogastrique à partir de J1 avec le Nutrisson, puis ensuite adapté au niveau des textures au fil du temps après les épreuves au bleu de méthylène pour retrouver une alimentation normale. Et bien sûr, il faudra éviter l'alcool dans la mesure du possible. Il existe aussi donc le risque de déshydratation et de dénutrition
qui sont donc majorées par l'anosmie et la modification du goût. Alors, premier objectif, c'est de prévenir cette déshydratation et cette dénutrition. Donc, on a la perfusion de bionolite dans un premier temps, qui sert aussi donc de voie d'abord s'il y a des complications. Et à partir de J1, il y aura donc le Nutrisson pour la réalimentation progressive et l'eau passée par la sonde nasogastrique pour hydrater. Et bien sûr, le rinçage de la sonde à l'eau pour éviter l'obstruction de la sonde nasogastrique. Et toute alimentation et hydratation est administrée en position demi-assise ou assise pour éviter tout risque de reflux. Donc en évaluation, eh bien, il faut vérifier l'absence de signes de déshydratation et dénutrition qu'on va voir très rapidement donc avec le second objectif, mais on va aussi surveiller les selles par rapport aux nutrisson qui peut avoir tendance à donner de la diarrhée. Donc le second objectif, c'est de dépister des signes de déshydratation et de dénutrition. Donc, bien entendu, par rapport à la déshydratation, on va surveiller s'il y a une persistance du pli cutané, s'il y a des troubles de conscience, comment est la diurèse, vérifier le pouls à la recherche d'une tachycardie. Donc, la diurèse, bon, on n'a pas de données, on sait que le pouls est à 90. En ce qui concerne la dénutrition, on va bien sûr surveiller le poids et les signes d'une dénutrition qui sont fatigue, irritabilité, problème de concentration. Et on peut aussi surveiller l'albuminémie, mais ça c'est sur prescription médicale. Donc on sait que monsieur A pèse 58 kg pour 1,70 m, il a donc un IMC à 20, ce qui est normal. On continue avec l'anxiété qui est majorée par l'altération de la communication et la perte de la voix laryngée et l'atteinte de l'image corporelle qui est liée au trachéostome. Et cela peut aussi aller jusqu'à un syndrome anxio-dépressif. Les objectifs, ça va d'abord être de permettre à monsieur A de communiquer pour exprimer ses sentiments et ses besoins. Donc ça veut dire qu'il faut lui fournir une ardoise ou un autre support pour écrire, pour avoir au moins une communication fonctionnelle. Donc on sait qu'au repos et en dehors des soins, les traits de son visage traduisent une profonde tristesse et que son regard semble vide. Donc ce sont des signes en faveur d'une anxiété. Ensuite, deuxième objectif, ça va être d'aider le patient dans le processus de deuil de sa voix et l'adaptation à sa situation et à son image corporelle. Donc il va falloir donc l'observer, faire preuve d'écoute active pour évaluer le degré d'anxiété, l'encourager à exprimer ses sentiments et l'encourager aussi dans ses progrès. Et aussi, bien sûr, identifier les personnes ressources pour anticiper donc son retour à domicile. L'anxiété entraîne souvent une perturbation des habitudes de sommeil. Donc, autre objectif, ça va être de favoriser donc une récupération suffisante. Ça veut dire qu'il faut repérer et respecter les rythmes d'endormissement de monsieur A, favoriser son confort et les temps de repos et surveiller son sommeil pour éventuellement, s'il y a des troubles du sommeil, envisager une prescription médicale. Autre problème, c'est le risque thromboembolique qui est lié à l'alisement. Donc le premier objectif, c'est de prévenir l'apparition d'un thrombus par l'administration de la fraxiparine, mais aussi donc un lever précoce, un J1. Alors qui dit fraxiparine dit aussi surveillance des plaquettes, puisqu'il y a un risque de thrombopénie, d'autant plus que monsieur A eu une chimiothérapie néoadjuvante, donc il y a peut-être déjà une thrombopénie. Donc on ne connaît pas le chiffre de ces plaquettes. Deuxième objectif, ça va être de dépister une thrombose veineuse en surveillant le pouls et la température, à la recherche d'une dissociation. On sait que la température est à 38 et que le pouls est à 90, donc il n'y a pas de dissociation entre le pouls et la température. On va également surveiller s'il y a une douleur du mollet ou à la dorsiflexion du pied. Bon, on sait que son EVA est à 0, donc a priori il n'y a pas de douleur, mais aussi s'il y a un œdème, une inflammation, une perte du ballon du mollet, etc. Autre problème potentiel, c'est le risque de syndrome de sevrage, qui est favorisé par l'arrêt brutal de la consommation d'alcool, surtout si monsieur A n'avait pas cessé de consommer, parce que ça on l'ignore. Donc premier objectif, c'est de prévenir un syndrome de sevrage par l'administration de bionolite en perfusion, avec 2 litres par 24 heures. Et à partir donc de J1, il y aura l'hydratation par la sonde nasogastrique. C'est aussi donc limiter les risques neurologiques dans le cadre du sevrage alcoolique par l'administration de vitamine B6, de bécillon et de vitamine B1, la bévitine,
Et ça va être aussi de dépister un syndrome de sevrage en surveillant le pouls à la recherche d'une tachycardie. Donc on sait qu'il est à 90, mais ça va de pair avec son hyperthermie. Mais aussi de la pression artérielle à la recherche d'une hypertension. On sait qu'elle est à 12,7. On va surveiller s'il y a des tremblements, des troubles du sommeil, une dysthymie ou une agitation. Bon, on sait que monsieur A est calme. Ensuite, nous avons un manque de connaissances en ce qui concerne les soins de trachéostomie et de son appareillage, ainsi que sur l'alimentation par son nasogastrique et la reprise de l'alimentation. Donc l'objectif, ça va être de parvenir à une autonomie de monsieur A dans les soins de trachéostomie et l'alimentation. Donc, dans les actions, bien entendu, il s'agit d'un tout un programme d'éducation thérapeutique portant donc sur l'aspiration, hein, pourquoi, quand, avec quel matériel, quelle technique, l'aérosol, donc même chose, hein, pourquoi, quand, etc. Le changement de filtre respiratoire, hein, la bavette, le changement de la compresse métalline, les soins de canule, les soins de l'orifice de trachéostomie, l'alimentation par sonde et le rinçage, et la reprise de l'alimentation orale. Donc, dans les critères d'évaluation, il va y avoir tout ce qui est compréhension du motif des différents gestes, du moment où les faire et comment les faire, de la capacité à reproduire les gestes de manière sécuritaire. Monsieur A présente aussi un risque de constipation favorisé par l'allaitement, certes, mais aussi majoré par la laryngectomie, parce qu'une laryngectomie supprime la possibilité d'un blocage respiratoire en vue d'un effort, un effort dit à glotte fermée. Et ce blocage respiratoire, on l'utilise notamment lorsqu'on va à la selle. Donc, il s'agit là donc de prévenir la constipation par le lever précoce à J1, par l'apport de fibres dans l'alimentation et une hydratation suffisante. Et il va falloir aussi dépister la constipation en surveillant le transit et s'il y a des douleurs abdominales. Donc, on doit retrouver dans l'évaluation la date et l'aspect des dernières selles. Monsieur A est aussi exposé à un risque d'atteinte cutanée à type d'escar au niveau des points d'appui, favorisés par l'alitement et l'incapacité à s'alimenter, mais aussi au niveau du nez en lien avec la sonde nasogastrique. Donc le but, ça va être de prévenir toute atteinte cutanée en maintenant la peau propre et sèche au niveau des points d'appui, en favorisant donc des changements de position, en respectant la position demi-assise, en évitant les plis dans les draps, en surveillant l'état cutané. Et ça passe aussi par une alimentation, une hydratation suffisante, et sans oublier le lever à J1. Donc, dans l'évaluation, on doit avoir donc des données relatives à l'état de la peau, la présence de rougeur, etc. Nous arrivons au dernier problème, qui est le risque de troubles de déglutition lors de la reprise de l'alimentation pérose, c'est-à-dire vers J12, J15, risque favorisé par une mauvaise cicatrisation ou une sténose œsophagienne et qui peut être majorée par la radiothérapie. Et on peut avoir aussi une anorexie liée à la modification du goût et à l'anosmie, ce qui peut majorer le risque de dénutrition que nous avons vu tout à l'heure. Donc l'objectif, ça va être de prévenir les troubles de déglutition et les troubles dysphagiques. Et avant la reprise de l'alimentation, il va y avoir donc le test au bleu de méthylène sur prescription médicale, et la réalimentation va être très progressive pour voir effectivement s'il y a des événements indésirables, et bien entendu les conseils diététiques par le diététicien avec le suivi lors du retour à domicile. Donc voilà pour cette illustration d'un projet de soin, plutôt d'un plan d'action journalier. Ça vous permet de visualiser tout ce que l'on peut mettre dans ce plan d'action journalier. Et vous avez pu voir que pour les objectifs, il y a toujours un seul verbe par objectif. Vous remarquerez aussi que dans la problématique, bien souvent, vous avez le problème et l'objectif avec l'action derrière. Par exemple, dans la problématique, nous avions tout à l'heure le risque thromboembolique prévenu par fraxiparine 0,3 à 20 heures. On a bien le problème potentiel qui est le risque thromboembolique, l'objectif qui est de prévenir ce risque et donc l'action qui est l'administration de la fraxiparine. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est vrai que le cas que je vous ai présenté est un cas un peu complexe,
puisque la pathologie dont il est question est vue hein, au semestre 5. Néanmoins, elle illustre bien hein, ce que l'on peut attendre d'un projet de soins. Je vous reparlerai donc du projet de soins dans des vidéos ultérieures où j'aborderai l'axe de la planification des soins à travers la planification horaire. Donc, je vous parlerai d'abord de la méthodologie et puis j'illustrerai, comme à chaque fois, par un cas clinique. À bientôt!